Avant même de faire du vélo en club, je me mettais en danseuse comme Bernard Hinault quand il attaquait à l'école. Ça a été un modèle que j'ai eu envie de suivre. Hinault a couru aujourd'hui à la mer. Hinault accélère violemment. Quand il arrive à l'Alpe d'Huez avec Greg LeMond, main dans la main, et là, je me disais si je peux arriver avec un pote ou un équipier comme ça, main dans la main au Tour de France. Et il est content, le père Bernard. Il est content. Ah non, ce sera premier Hinault, deuxième LeMond. Un vrai champion, pas là pour plaire à tout le monde. Pas anticonformiste, c'est-à-dire pas non plus rebelle, mais simplement s'il avait envie de dire merde à quelqu'un, il le disait. Son avance est passée à 9 minutes. Elle a été à un certain moment de 10 minutes. Bien entendu, il a course gagnée, on ne peut rien contre lui. Parti, nous l'avons dit, à 80 km de l'arrivée. Quand on regarde son palmarès sur une année, si j'ai ça sur ma carrière, je signe tout de suite, hein, donc c'est vraiment impressionnant. Un champion du monde français, 18 ans après Jean Stablinski. Après le jaune, le vert, le rose, le tricolore, voici le maillot irisé sur les épaules de Bernard Hinault. Un maillot amplement mérité. Il est tout simplement le patron, pas simplement le meilleur coureur du peloton, pas simplement le super champion, mais le patron. Il finit en Bretagne, tout près de Saint-Brieuc. C'est ici qu'est né et qu'a grandi Bernard Hinault. Voici l'histoire du dernier Français vainqueur du Tour il y a 30 ans. Je suis venu en vélo, je suis venu à pied, parce que là, le ramassage scolaire n'existait pas, donc ça faisait 2,5 km, ça faisait 5 km par jour. Bref, ça ne tuait pas son homme. Hein. Il y avait toujours une bande, 3, 4, 5, des fois 10, 15, parce qu'au cours de route, tu pouvais en ramasser d'autres. Bah, ça finissait souvent en course, oui. C'était plus marrant. Le fait que mon cousin se soit mis à faire de la compétition de vélo, j'ai eu envie de faire comme lui, et puis finalement, j'étais coureur cycliste. Mon père, à moi, lui, travaillait à la SNCF, donc j'ai vu ce que c'était que de travailler, d'aller par tous les temps, quand il fait très chaud, quand il fait de la neige. Ils étaient toujours disponibles parce qu'il fallait que le train il marche, hein, il n'y avait pas 36 solutions. Moi, j'ai toujours de l'admiration pour mes parents, même si ma mère n'est plus là aujourd'hui, parce que ce sont des gens qui se sont donnés, qui ont fait tout ce qu'il fallait pour que nous, on soit heureux. Quand il a voulu faire du cyclisme, est-ce que vous l'avez encouragé? Ah oui, automatiquement, j'ai jamais tardé là-dessus. Même l'autre que je voudrais mettre à faire aussi, mais il n'en veut pas. Il n'est pas si acharné comme celui-ci, mais celui-ci, j'ai toujours encouragé d'ailleurs. Et quand il y avait ces maillots à laver, ça ne vous faisait rien? Ah si. Puis au lavoir, c'était ça, parce que j'avais pas de machine à laver au tout début. Et puis là, alors, automatiquement, il dit, ah, t'as de la chance d'avoir des maillots? Ben, je dis oui, puis j'espère qu'il fera quelque chose avec. C'est mon vélo de cadet, donc il n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Et je l'ai retrouvé un peu par hasard, et la personne qui l'avait m'a dit, tu le reprends, il est à toi. Je dis non, c'est ton vélo. Hein. Non, il prend-le. Donc je l'ai récupéré. Hein. J'ai pas attendu une demi-heure pour le reprendre. Hein. Ouais, c'est le premier vélo que j'ai eu, et avec lequel j'ai gagné mes premières courses, quoi. En plus, il était marqué aux initiales de mon frère, donc Hinault Gilbert. J'avais pris ma licence le mardi et je faisais ma première course le 2 mai, le dimanche d'après. Et c'était sur ce circuit-là, on arrivait à Planguenoil. C'était la première course que je faisais et toute la course, j'étais derrière. Je regardais et puis je suivais. Il y a eu une ouverture, je suis passé. Et puis avec Jean-Yves Olivier, qui était le champion du moment, celui qui gagnait toutes les courses, hein, presque tous les week-ends. Lui qui connaissait bien la course, il s'est fait avoir parce que c'est moi qui ai gagné. T'as battu mon frère, Jean-Yves. Ah, t'es un Olivier, toi? Je suis le frère de Jean-Yves. Ah ouais. Mais c'était où l'arrivée exacte? C'était plus bas? C'était en dessous de ma voiture, là, à 50 mètres. Ce jeune homme, là, avec un vélo très ordinaire. Là? Hein? Celui-là? Celui-là, c'était celui-là? Ouais. Ah oui? C'était le vélo de mon frère, ouais. Et puis comme lui, il faisait pas la course, je dis, ça serait mieux que ce soit moi qui la fasse, quoi. Sa première course, déjà, Bernard, alors que je lui donnais des conseils comme je donne à tout le monde, c'est-à-dire des conseils de prudence et de sagesse, Bernard, qui a un tempérament de bagarreur, comme on dit, n'est-ce pas? Eh bien, ma foi, il est parti avec un concurrent, puis il l'a battu au sprint pour sa première course, et c'était déjà une victoire. Et après, ma foi, on peut dire pratiquement qu'il gagnait tous les dimanches, quoi. Mon adolescence, je l'ai passé comme tous les enfants, à jouer dans la campagne, puisque mes parents habitaient à la campagne.
Et puis ma mère avait un grand jardin, avait de la volaille, avait pas mal de choses. Donc déjà, rien que ça, il fallait commencer par s'occuper de tout ça. Et après, on avait le droit d'aller jouer. Mais pour moi, ça faisait partie de la vie. Et c'est tout à fait normal d'aider ses parents quand on a 10-12 ans déjà. Hein. On a parlé de lui très tôt parce qu'en cadet, déjà, c'était une terreur. Il y avait un correspondant à Saint-Brieuc, correspondant de Ouest-France, qui me dit « il faudrait quand même que tu te déplaces un peu, voir ce gars-là, un dénommé Hinault, qui est de Saint-Brieuc, et voir le phénomène qu'on prédisait. » Et puis là, je l'ai vu gagner la course à Melleran. Je faisais des courses en catégorie cadet, et je suis allé à une course à Melleran, et on m'a parlé de Bernard Hinault qui avait gagné ses 5 premières épreuves. Et donc voilà, ça m'avait intrigué, je me dis on va le suivre de près, quoi. Et il y avait un faux plat descendant où le peloton roulait, mais vraiment assez facilement, et il s'est échappé. Et moi j'avais déjà 3 années d'expérience, et je me suis dit, on va peut-être le revoir quand même, parce que faux plat descendant, en plus à l'époque les braquets étaient en 50-16, on n'avait pas le droit d'utiliser de développement plus grand. Et en fait je me suis trompé, je l'ai revu, mais sur le podium. On l'a jamais rattrapé. Puis quelques temps plus tard, quand il a 17 ans, il devient champion de France des débutants, donc à Arras. Avec M. Leroux, je n'avais pas été courir le dimanche, parce qu'il dit si jamais tu fais une chute et tout, tu ne pourras pas être dans la course. Donc on a fait ça. Il avait bien repéré quand même qu'il y avait deux bosses. Il m'avait dit comme ça, dans la première tu te places, dans la deuxième tu attaques. Et puis dans la première, le jour de la course, quand il était au bord de la route, il a vu que je n'étais pas placé. Je l'ai vu lever des bras au ciel. C'est pas possible, il ne m'écoute pas, rien. Donc je dis là, il faudrait peut-être que tu ailles devant. Et dans la deuxième côte, donc à Port-en-Artois, j'ai attaqué. Est-ce qu'il vous a toujours écouté? Eh bien, c'est-à-dire que non, malheureusement, parce que, étant donné sa force, il faisait des erreurs de tactique monumentales, ce qui n'empêchait pas de gagner. Alors, il avait du mal à apprendre à courir. Il ne se rendait pas compte qu'il avait fait une erreur, quoi. Bernard Hinault, j'ai fait sa connaissance avant même qu'il ne soit professionnel. Il était même junior, 18 ans. Je venais d'arrêter ma carrière de coureur, j'étais entré à La Voix du Nord comme journaliste. J'avais en charge le cyclisme amateur. Et voilà que le jeudi de l'Ascension, on me demande d'aller couvrir le premier pas d'un lope, la finale, qui a lieu à Arras, dans le Pas-de-Calais. Tous les meilleurs juniors français étaient là, je ne les connaissais pas ou très peu, et parmi eux, Bernard Hinault. Et le parcours était un joli parcours qui comportait une difficulté, la côte de Port-en-Artois. Et figurez-vous que c'est là que celui qui n'était pas encore le blaireau, mais qui était un jeune espoir français, a attaqué tout seul. Il a distancé tout le monde, et il y avait pourtant les meilleurs Français. Et il a rallié l'arrivée à 60 km plus loin avec une petite minute d'avance. Il m'a impressionné, il a impressionné tout le monde d'ailleurs. 1973, il va au service militaire, pas de vélo du tout. Donc on l'oublie un petit peu, quoi. Et il revient en début 74, je me souviens, on avait fait une course à Cesson, donc Saint-Brieuc, tout près de Saint-Brieuc. Il courait là et il était en période de reprise. Et c'était une première catégorie, il était en 3e catégorie pour reprendre sa carrière. Mais comme il était du coin, il a voulu, je pense, faire la première catégorie et on lui a mis un tour dans la vue. Donc il y a eu, bien sûr, il y avait des commentaires un peu, tiens, Bernard Hinault, un tour dans la vue, c'est pas anodin, un circuit de 3 km, quoi. Donc après, je le revois pas trop parce que moi je courais en première catégorie et lui en 3e. Mais j'entends dire qu'il gagne des courses, tout ça, et on se retrouve pour aller à la Route de France au mois de mai. Donc un mois après avoir pris un tour dans la vue dans une course, on va à la Route de France. Et en discutant comme ça au départ, je dis tiens Bernard, t'as couru la semaine dernière? Dimanche j'étais à Ploumagoar, et alors? Il me dit j'ai gagné, j'ai mis le deuxième à 9 minutes. Mais il était en 3e catégorie, quoi. Et on va quand même à la Route de France où il est dans l'équipe Joaneda. Et là, là oui, on a découvert que c'était Bernard Hinault, quoi. En un mois de temps, il était passé du statut de largué dans une course ordinaire au statut de leader dans la plus grande course amateur de France, quasiment, quoi. Quand je suis rentré de l'armée au mois de décembre, j'avais aucun point pour être dans une catégorie. Donc je suis reparti le plus bas. Et la fin de l'année, j'étais pro. Parce que j'ai gagné des courses à tous les niveaux. J'ai été sélectionné à la fin de la saison pour faire une course qui était l'Étoile des Espoirs. Et c'est la seule course que j'ai faite avec l'équipe de France. À 20 ans, Bernard Hinault est donc un surdoué. Il débute sa carrière et ne fait rien comme les autres. Pour lui, le vélo reste et restera un jeu. Plus qu'une philosophie, une façon d'être. Un moyen d'exprimer son art. Le cyclisme lui permet toutes les audaces, tous les exploits. Il va croiser la route d'un technicien roublard, l'ancien champion du monde,
Jean Stablinski. Un des sponsors, qui s'appelle Poltert, avait donc un magasin d'électroménager, et Stablinski aussi, et il faisait partie du même groupement. Et c'est lui qui a fait signer le contrat la première fois. Quand on signe ce contrat, on ne sait pas ce qu'on va devenir. La première des choses, c'est de dire, bon, je vais commencer comme tout le monde, je serai peut-être un équipier. Et dès les premières courses, donc, je me suis retrouvé en tête à faire la course, quoi. On m'a dit, il y a Merckx, mais Merckx, il a 2 bras, 2 jambes, une tête, il s'en sert, moi aussi. Des compagnons d'entraînement le baptisent le blaireau. Agressif et malin, on sent que le jeune Bernard Hinault pourra entrer dans l'histoire de son sport. Et lui veut aller vite. Dès ses débuts, il croise le fer avec les plus grands. Merckx, Thévenet, Martens. Les anciens décident de ne pas le mettre dans le partage des primes. Et Bernard Hinault le prend très mal et il va décider d'aller chercher les primes à la place du peloton. Et dès le premier tour, au bas de la bosse, il attaque et il va chercher la prime. Il se retourne et il fait pouet-pouet, un pied de nez au peloton. Arrive le deuxième tour, la deuxième bosse, le deuxième sprint et encore une fois, Bernard Hinault attaque, va chercher la prime, se retourne, leur fait un pied de nez. Troisième bosse, même jeu, il repasse en tête. Comme il le dira plus tard, j'étais mort après ce troisième passage, mais au moins j'avais obtenu ce que je voulais. Merckx est arrivé à sa hauteur et le dit « Bon, c'est bien le petit, t'es dans le coup ». Mon premier souvenir de Bernard Hinault, c'était au critérium à Camor, en Bretagne, et il m'a dit « Viens, on va fermer le trou ». Il a fermé le trou avec moi et je veux dire que c'était pas mal. Il fallait avoir des bonnes jambes. En 1975, il était donc professionnel dans l'équipe gitane avec Jean Stablinski. Et nous étions sur le Grand Prix de Wasmel en Belgique, une kermesse, où là il fait un raid de pratiquement plus de 100 km avant de se faire rejoindre. Et juste derrière, il y avait les 4 jours de Dunkerque. Et là, au départ du 4 jours de Dunkerque, je vais le voir, je lui fais pourquoi tu allais faire ton raid là-bas dans la kermesse? Oh, bah écoute, une fois que j'étais parti, j'ai continué. Je dis oui, mais tu devais faire les 4 jours de Dunkerque derrière, puisqu'on est au départ. Oui. Bah, je lui dis, tu sais, le raid que tu as fait là, le 4e jour, tu vas exploser. Et puis derrière, il a littéralement explosé. Donc je l'ai revu quelques jours plus tard et je lui dis, mais attends, là, si je regarde bien depuis le début de l'année, tu as tout fait. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là maintenant? Ben, il me dit, derrière, je vais faire telle course, le Dauphiné. Et on m'a parlé effectivement du Tour de France. Ben, je dis, si tu veux que ta carrière s'arrête dans 6 mois, tu peux continuer comme ça. Bernard Hinault, on disait, c'est un gars, il marche bien et tout. Bon, moi, j'ai pas fait beaucoup de courses avec lui avant, donc je connaissais pas trop. Et on a fait le Dauphiné, puis j'ai vu qu'il était quand même pas super dans ce Dauphiné. Hein. Les étapes de montagne, il était assez loin. Je crois qu'il y avait une étape qui arrivait à Briançon, la veille de l'arrivée. Je crois qu'il avait perdu 40 minutes, un truc comme ça. Ben, je dis, qu'est-ce qu'on nous dit, ce gars-là qui marche et tout. Et puis le lendemain, on partait de Veynes. Et on part de Veynes, il y a un gars qui se met à rouler à bloc en tête du peloton sans attaquer. Il se met à rouler, je dis, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça pour embêter tout le monde ou quoi? Qu'est-ce que c'est? On regarde comme ça de loin, on ne voyait pas qui c'était. Puis il y avait Eddy Merckx, c'était là à côté, puis il me disait, qui c'est? J'attends qu'il ralentisse, on va voir qui c'est, hein, mais tant qu'il roule comme ça, on ne va pas pouvoir le rattraper. Mais après, je suis que c'était Bernard Hinault. Il était en colère contre son directeur sportif, qui était Jean Stablinski à l'époque, parce que Jean voulait lui faire le Tour de France, et lui, il ne voulait pas. Donc il a fait exprès les 2 étapes de montagne là, de se laisser décoller pour lui montrer qu'il ne marchait pas, qu'il n'était pas bien. Il a quand même voulu nous montrer le dernier jour qu'il était là. Ben, on a vu qu'il était là. Hein. Il a vraiment fait mal aux jambes, mais pour rien en plus. Hein. C'était vraiment... Alors quand j'ai raconté ça, je dis, tu aurais pu régler tes comptes avec Stablinski en tête à tête, mais on n'a pas besoin d'être acteurs là-dedans. Hein, nous. C'était il y a 40 ans, mais je me rappelle comme c'était hier. Hein. Jean m'a dit, tu vas faire le Midi Libre, le Tour de l'Aude, et tu feras les 8 premiers jours du Tour de France pour foutre le bordel. Et je lui dis jamais. Si j'y vais, c'est pour faire la totalité. Et puis ça a monté, et finalement, je me suis un peu emporté. Et à partir de ce jour-là, j'avais décidé que je ne continuerais pas avec. Avec Stablinski, il était assez mal parti. Stablinski considérait que c'était un bon routier, mais il voulait le mettre à toutes les sauces. Il allait quitter Gitane lorsque Cyril Guimard le rattrape par les cheveux en disant « Mais si moi, je deviens directeur sportif, est-ce que tu viendrais, est-ce que tu resterais ?» Moi, je suis contacté par les cycles Gitane. Donc là, j'ai appelé Bernard. Je lui ai dit « Écoute, c'est moi qui deviens directeur sportif. Est-ce que tu veux toujours partir ?» Et là, il me regarde, il me fait « Ah bon, t'es directeur sportif ?» Je dis « Oui, j'arrête de courir. » « T'arrêtes de courir ?»« Ah oui ?»« Ah bah si c'est toi qui es directeur sportif, je reste. »
Il connaissait Cyril Guimard, il savait que Cyril était adepte de méthodes modernes, de nouveautés. Donc il avait envie de connaître l'expérience Guimard. J'ai pris des contacts avec l'équipe Mercier. Et puis Cyril est venu me voir. Il m'a dit, si jamais c'est moi qui reprends les activités de Gitane, Renault, Gitane, puisque c'était que Gitane à l'époque, est-ce que tu restes? Je dis, si c'est toi, je reste. Si c'est Stablinski, je pars. Et c'est le début d'une belle histoire. On était parti sur un projet à long terme. Donc, dans un premier temps, on va travailler avec la régie Renault sur le plan biomécanique, sur le plan ergonomique, sur le plan aérodynamique. On a eu cette chance d'aller en soufflerie et on s'est aperçu que la position que j'avais, c'était pas la meilleure. Les techniques d'entraînement ont commencé à cette époque-là, la diététique, elle a commencé à cette époque-là. Non, je crois que les vélos, la technique du vélo, les premiers vélos carbone, tout ça, c'est sorti dans ma génération. Et ça, c'était fabuleux de vivre ça par rapport à plein d'autres qui n'ont pas eu cette chance, quoi. Et on va mettre en place un suivi médical. Peu de temps après, d'ailleurs, le docteur Maigret nous rejoindra dans notre projet. Et donc, on n'est plus du tout dans ce qui se passait à l'époque dans les autres équipes. Ils étaient évalués sur le plan physiologique. Moi, je les suivais sur le plan de la traumatologie. Et il y avait un ergonome qui était là. On avait des études en soufflerie. Donc, il y avait toute une organisation autour du corps qui n'existait nulle part ailleurs. Moi, j'ai été le premier médecin d'équipe. Ce qui a été assez rigolo avec le blaireau, c'est qu'il a, moi je pense qu'il a il a jamais admis qu'il était fort. Il voulait nous faire croire à nous, les coureurs de son équipe, qu'il était le plus malin. Ça, c'était un peu énervant parce que nous, on disait oui parce que c'était le patron. Mais en réalité, il avait une jambe de plus que les autres. Hein. Quand il nous disait, vous avez vu comment on fait? Voilà, c'est comme ça. On ne pouvait pas faire ce qu'il faisait parce que quand les Tiralec faisaient une bordure au Tour de France, direction Angers, lui, ça lui plaisait pas. Il était tout seul de l'autre côté de la route à les insulter. Alors qu'ils étaient 8 ou 9 à tourner pour essayer de faire péter le bordel, comme on dit, il était remonté à leur hauteur de le côté opposé de la route avec la musette en bandoulière en leur sortant quelques aimabilités pour leur montrer que même à 9, lui avec la musette sur le dos et le bidon, il avait trouvé les jambes pour remonter et leur gueuler dessus, quoi. Ça résume bien le truc. Au-delà d'avoir le culot de le faire, il faut avoir les moyens physiques de le faire, quoi. Mais c'est impensable à réaliser normalement. Il était hors norme, il était au-dessus de 90 millilitres minute kilo, ce qui est, chez un pro habituel, est d'environ 80. Donc il était 10-15% au-dessus des autres sur son potentiel énergétique. Là-dessus, il avait un potentiel physique, biomécanique, ce qu'il aime rappeler souvent, avoir des fémurs plus longs que la norme, ce qui est vrai, et donc un bras de vie énorme. Et puis il y avait le mental de Bernard Hinault. Donc le cumul de toutes ces qualités physiques et psychologiques en faisait un phénomène. Et le phénomène est lancé. Gand-Wevelgem, Liège-Bastogne-Liège, le Dauphiné, les citadelles tombent une à une. Un très grand champion du Tour de France se profile. En 77, Bernard Thévenet remporte son deuxième tour, mais on regrette l'absence du jeune Bernard Hinault. Son histoire d'amour avec la foule de Juillet va débuter un an plus tard, en 78. Et comme un symbole, il s'avance en bleu-blanc-rouge, porte-étendard de tous les espoirs. L'un des patrons de la régie Renault apprend que je ne garde pas Van Impe, vainqueur du Tour de France 76, demande à me voir. Donc, dit, Monsieur Guimard, vous ne gardez pas Van Impe qui vient de gagner le Tour de France. Mais en 77, l'année prochaine, on a qui pour gagner le Tour de France? Et je lui dis, mais personne. Pourquoi pas garder Van Impe? Je dis non, parce que pour garder Van Impe, il faudrait que j'ai éventuellement une équipe pour pouvoir lui permettre de le gagner. Mais j'ai un autre coureur qui va vraisemblablement le gagner, allez, on va dire 3 ou 4 fois. Lucien Van Impe ne regagnera pas le Tour. Mais j'ai besoin de construire une équipe pour Bernard Hinault. Vous savez, quand vous en avez un qui est là, l'autre qui monte, et à un moment, vous allez avoir un pataquès. Il me dit, c'est pas tout à fait faux. Maintenant, je lui dis, si vous voulez diriger Van Impe l'année prochaine, je prends les clés de la voiture, je dis, vous savez, les clés de la voiture, elles sont là, vous pouvez prendre la voiture. Et Claude Doré, il fait, non, vous gardez la voiture, vous conduisez sûrement mieux que moi. En 1977, pour un jeune Français, il n'avait pas encore 23 ans, il gagne coup sur coup 2 classiques belges, Gand-Wevelgem et Liège-Bastogne-Liège, c'est pas rien. Il gagne dans la foulée le Dauphiné libéré, et à l'époque, je me souviens que allez, il y a une sorte de petite campagne dans l'équipe peut-être où on essayait de pousser Hinault à travers les avis des lecteurs à courir le Tour de France. Finalement, il ne l'a pas couru, il a sans doute bien fait. Il était bien conseillé par Cyril Guimard à l'époque. Nous sommes en 77 et là déjà
Il joue avec les plus grands, il joue avec Merckx, il joue avec Didier Thureau, il joue avec Verbeek, il joue avec Martens. Donc tout ça, c'est pas du hasard. Derrière, il va gagner le Critérium du Dauphiné. Le Critérium du Dauphiné, dans la grande étape de montagne, il dépose tout le monde, il a pratiquement 3-4 minutes d'avance. Il va tomber d'ailleurs dans la descente du col de Porte. Je vais le chercher en dessous, on le remonte, il repart, il va quand même arriver en haut de la Bastille et remporter donc le Critérium du Dauphiné. On est en 77. Je crois que c'est pas nécessaire de faire des dessins. Tous les deux, on estimait qu'à 23 ans et demi, ça suffisait pour attaquer le Tour, et puis surtout de l'attaquer directement pour gagner, quoi. Tout a été bien programmé pour arriver au top dans l'année 78, avec un seul but, c'était de savoir si je pouvais tenir les 21 jours. Et la seule expérience qu'on pouvait avoir avant, c'était directement d'aller au Tour d'Espagne. Et les 21 jours au Tour d'Espagne nous ont servi après pour le Tour. En plus, j'étais le chercher, j'étais le gagner. Là, il avait décidé de courir le Tour de France, son premier Tour de France. Et là encore, Monsieur Hinault, tout seul, en puissance, est allé gagner le championnat de France. Il a donc revêtu le maillot tricolore avec lequel il a fait son premier Tour de France en 78. Dans ma tête, je suis arrivé au Tour en 78 pour gagner. C'était prévu, c'était comme ça, c'était tout le programme, les endroits clés avaient été choisis. La montagne, c'était pas une inquiétude puisque j'avais fait et le Dauphiné et j'avais fait aussi le Tour d'Espagne, donc j'étais capable de faire la montagne, et contre la montre, c'était quand même un peu plus ma spécialité que les autres. En 78, c'est le premier tour à Bernard. Bon, tout de suite, il a déjà montré par avant, entre dans le Dauphiné, qu'il est un concurrent redoutable. Bien sûr, on doit déjà été favori au départ, je pense. Il y a encore plusieurs étapes contre la montre dans le Tour, et c'est bon pour lui. Il y a aussi 1700 km de col. Je pense que Bernard, dans ces cols, sera plus régulier que Bruyère, et il devrait pouvoir, d'ici Paris, rattraper le retard qu'il compte sur le Belge. Ce soir, 3 minutes et demie. Mais quelle belle et réconfortante victoire il nous a donnée. L'image de Valence d'Agen, même si en 1978, au moment de la fameuse grève des coureurs qui protestaient contre les étapes découpées en 3, les transferts, etc., Bernard n'était pas le meneur, c'est-à-dire qu'on est venu le chercher, les autres coureurs sont venus le chercher. Il n'empêche qu'on n'en voit qu'un sur la photo, avec le menton en avant et son maillot de champion de France, c'est Bernard. J'étais arrivé à l'hôtel sans avoir mangé, sans avoir été massé, sans être lavé, à 11h du soir. Donc là, ça aurait encore pu passer si le lendemain matin, on était reparti vers midi ou 1h. Mais le lendemain matin, il fallait se lever à 5h pour un départ à 8h, pour aller chercher une étape, une demi-étape, donc qui était à Valence d'Agen. Et là, tous les coureurs sont fatigués. Donc au départ, ce sont les anciens qui disent oh, « on fait la grève », bon, tout le monde fait la grève. Et quand on arrive tout près de la ligne, ils sont venus me voir et me dire « toi, tu es le champion de France, tu es le Français, donc tu dois aller nous défendre ». Je dis d'accord, on va y aller. Je ne me suis pas posé de questions, et c'est peut-être là où j'ai pris un peu plus de galon par rapport à tout le monde, quoi. Je suis peut-être devenu un peu le patron. Bon, l'Alpe d'Huez, c'était pas une étape où j'ai de mieux passé, parce que j'ai perdu de temps. Mais finalement, c'est Pollentier qui gagne, je ne me rappelle plus devant qui. Et à la fin de la soirée, plus tard, après Monzé, on entendait le résultat, que Pollentier était déclassé, et j'étais le mieux placé dans ce moment-là, et j'ai parti avec le maillot jaune le lendemain. Sprint est lancé ici par Bernard Hinault, autres mettent dans sa roue, Agostino ne bouge pas, et Luberling fait l'effort. Et dans sa roue, c'est une façon de dire, et j'ai l'impression que Bernard, qui est bien parti, aurait mieux fait de se laisser décoller un peu plus et de surprendre à la manière d'un pistard. Bien sûr, il fallait le faire, mais il a fait une erreur de partir aussi peu lancé, non? Non, c'est fini. C'est fini. Il restait encore un contre-la-montre. Et dans cette contre-la-montre, bon, j'ai perdu beaucoup de temps. J'étais un petit peu moins bien. Après 2 semaines et demie, j'étais un peu fatigué aussi. Et la fin, c'était un peu en dedans. J'étais plus comme au début, là. Bernard, il est venu dessus et il prend le maillot, il les garde jusqu'à Paris. Pour le contre-la-montre, le dernier grand contre-la-montre qu'il y avait sur ce tour, qui était quand même long, parce que c'est le seul que j'ai fait dans un tour aussi long, à part des contre-la-montre par équipe, de 72 km, je suis arrivé au départ très confiant.
très confiant. Je savais que j'avais 14 ou 18 secondes de retard sur Yop. C'était pas beaucoup, en sachant ce qui s'était passé déjà dans le premier contre-la-montre, où je l'avais gagné. Celui-là étant beaucoup plus long encore. Là, j'avais pas trop de soucis, quoi. Donc, je suis parti confiant et au bout de, je crois que une dizaine de kilomètres déjà, j'avais récupéré le temps que j'avais de retard et j'étais repassé devant et la machine était mise en route. Voilà, Bernard tousse encore quelque peu, il a fait un effort assez violent. Le voilà, ce maillot tant convoité, tant désiré, obtenu au prix de tant d'efforts. Pour la première fois, j'ai quand même que 23 ans, et puis prendre le maillot jaune pour le premier tour que je fais, je pense que c'est... À qui le dédiez-vous, ce maillot? Je le dédie à tout le monde, à toute mon équipe, à tous ceux qui ont travaillé pour moi, et en plus à ma femme et à mon enfant. Quand tu arrives pour la première fois sur les Champs-Élysées, tu as la chair de poule. Parce que tu as tout ce public, tu sais que tu es tout près de l'arrivée, que c'est presque fini, que tu peux y aller, quoi. Il ne faut pas prendre de risques. La seule chose que tu peux avoir, c'est la mauvaise chute, mais il ne faut pas y penser. Il faut avoir ses équipiers autour de soi pour être bien protégé. Et puis, le dernier jour, il n'y a pas beaucoup de coureurs qui ont vraiment envie de faire la course, quoi. Donc c'est assez rare d'avoir des chutes le dernier jour. Bernardino qui approche maintenant et qui est embrassé tout d'abord par ses parents, par sa maman, par son papa. Et maintenant, voici Martine qui donc va faire la bise au vainqueur. Je crois que c'est celle qui était attendue. Voici le maillot jaune, le dernier maillot jaune du cours de ce Tour de France qui est passé par Bernardino. Monsieur Ginès s'approche également pour féliciter, évidemment. Quand j'arrive au départ au Tour en 79, je suis là pour faire le doublé. Il y avait des contre-la-montre, il y avait des étapes. J'ai gagné au sprint à Pau, j'ai gagné au sprint à Aulnay-sous-Bois, je crois, et sur les Champs-Élysées avec Yop pour finir, quoi. Hinault Zoetemelk, ça a été une constante dans la première partie de la carrière de Bernard Hinault. En 78, il a gagné le Tour. Zoetemelk a perdu, il fait deuxième. 79, rebelote, ils sont de nouveau les deux favoris. Et le parcours du Tour présente assez tôt un secteur pavé difficile entre Amiens et Roubaix. Je m'en souviens très bien. Et Bernard, les pavés, c'était pas trop son... Il n'aimait pas. Bref, il était un peu bougon d'avoir à affronter des pavés. Et voilà qu'une attaque se développe sans Bernard Hinault, mais avec Zoetemelk. Et je crois même qu'il avait connu un incident mécanique, Bernard. Toujours est-il qu'il est en poursuite, en chasse, derrière Zoetemelk. Et naturellement, Zoetemelk lui prend du temps à Roubaix. Moi, je me trouve dans le bon échappé. J'ai vu l'équipe belge, Eisbourg, qui avait je ne sais pas combien de coureurs devant. Et ils faisaient des bordures. J'étais dans la bordure avec Sven Nilsson, tous les deux. Et on partit avec 5 ou 6 ou 7 coureurs, je ne me rappelle plus combien exactement. Et sur le premier morceau de pavé, on fait de l'écart. Sur le deuxième morceau de pavé, c'est grève. Ni son ni passe la roue. J'ai revenu sur l'échappée. Bon, moi, ça, c'était de la chance pour moi que j'avais un équipier avec moi. Et Bernard, ce jour-là, était dans une mauvaise posture et il y perdait 3 minutes. Bernard n'est pas trop content, vous le connaissez. Eh bien, ce tour-là, par la suite, il a gagné 7 étapes. Et il a dominé outrageusement et Zoetemelk et les autres. Mais il y avait là-dedans, et c'est une constante aussi chez Bernard Hinault, comment dirais-je, quand il est un peu vexé, un peu fâché, un peu mécontent, etc., ça décuple son envie de gagner, de creuser des écarts, etc. Et ce jour-là, dans ce tour, il a été intouchable. Et alors, je ne dirais pas que c'est une conséquence directe des pavés et qu'il n'avait pas aimé, mais je crois que le facteur déclenchant, ça avait été ça. On gagne le classement par équipe, au point, autant, deuxième du maillot, je gagne le maillot vert, deuxième ou troisième du classement de la montagne. Jean-René gagne le maillot blanc. Mais c'était fabuleux. Ce qui était marrant avec le blaireau, avec le leader, avec le champion, c'est qu'il ne nous parlait pas en course. Il voulait nous voir. Et lui, il était en première ligne. Donc moi, j'ai toujours couru en première ligne avec le blaireau. Je pense que à l'époque, on était 10 au départ du Tour, 10 coureurs par équipe. Le 10e de l'équipe Renault, en 78, 119, 80, il était toujours dans les 50 premiers. La dernière étape où on arrivait sur les Champs-Élysées, il y avait une bagarre pour la 3e et 4e place entre Thuroux et puis Kuiper. Et dans toutes les côtes qui jalonnent donc la vallée de Chevreuse,
Ils s'attaquaient chacun à leur tour pour essayer, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps entre les deux. Et finalement, quand ils sont arrivés à un moment donné, ils ont eu un petit temps mort. Et c'était en haut de l'homme mort, je crois. Donc j'ai pris le rond-point parce que je les suivais, c'est quand même logique. Et je me suis retrouvé avec 20 mètres d'avance, 30 mètres d'avance. Je dis, bah, allez, on s'amuse, allez, on continue. Je suis parti, j'avais presque une minute d'avance. Et derrière, j'entends que Job Zoetemelk est sorti et que personne ne va le chercher. Donc ça ne les intéressait plus. Et je l'ai attendu en haut du pavé des Gardes. Et quand on redescend vers Meudon, on va chercher les quais et puis sur les Champs-Élysées. Et là, ça a été un festival. C'est Bernard qui attaque. Et j'ai mis un temps fou pour revenir sur lui. Il roulait. Et moi, je restais à 20-30 mètres derrière et je n'arrivais pas à revenir sur lui. Jusqu'à un moment que, bon, moi, tout doucement, je reviens sur lui. Et bon, moi, j'ai dit, Bernard, on a tout vu, on arrête là. À ce moment-là, c'est Guimard qui arrive. Il dit, pourquoi arrêter là? Continuez à rouler maintenant. Vous avez fait le trou, roule. Bon, on continue à rouler, tiens, comme le tour, jusqu'à les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, bon, on fait tout le parcours des Champs-Élysées, les 8 tours ensemble. Et à la fin, bon, moi je dis à Bernard, toi tu gagnes le tour, tu me laisses l'étape. Il dit non. Les Champs-Élysées, c'est pas, donne pas de cadeau, on fait des sprints à la régule et le plus fort qui gagne. Bon, moi je dis, j'ai pas de chance contre toi, tu vas 2 fois plus vite que moi, bon, c'est toi qui gagne le tour et l'étape alors. Voilà, c'est fini comme ça. Pour l'instant, les deux hommes côte à côte. Zoetemelk est parti d'un peu trop loin peut-être, mais que faire contre Bernard Hinault qui plonge là-bas le long des barrières. Et le premier, ce sera sans problème Bernard Hinault. Deuxième, Job Zoetemelk. C'est sûr qu'il y a eu vraiment des parties de manivelle qui étaient pas tristes. Hein. Mais ça faisait partie de la course. En 80, mon rêve, c'était de réaliser le triplé, c'est-à-dire gagner et le Tour d'Italie, le Tour de France et le championnat du monde. Mais les conditions climatiques du début de saison, du départ du Tour, un peu en Italie aussi, je pense que ça a joué sur mon problème que j'ai eu au genou. J'ai attendu, j'ai bossé jusqu'au pied des Pyrénées. Et au pied des Pyrénées, je dis là, bon, stop, on arrête parce que ça ne peut plus passer, quoi. Le soir, il y avait une cérémonie festive à laquelle je participais, un banquet de journalistes, un peu à l'extérieur de Pau. On s'accorde quelques libations, il fait de l'orage à l'extérieur. Et voilà, tout à coup, je m'en souviendrai aussi toute ma vie, surgit un motard casqué, vêtu de cuir, et qui dit « Eh les gars, Hinault abandonne ». Il est 11h du soir, quelque chose comme ça. Nous, on le charrie. Hinault abandonne. Tu déconnes, raconte pas d'histoire. Si, les gars, Hinault abandonne. Et là, il y a une prise de conscience spontanée des journalistes. Certains sont partis sur un téléphone, d'autres sont partis sur leur voiture pour rentrer à l'hôtel. Et c'était vrai. Hinault avait quitté le Tour subrepticement à l'hôtel après le dîner. On sait maintenant qu'il était allé se réfugier chez son ami Hubert Arbe, pas très loin. Mais il ne pouvait plus supporter la douleur. Il a perdu le Tour de France sans avoir à le perdre sur la route. Quand j'ai abandonné à Pau, c'était déjà prévu dans la journée. À 11h du soir, avec Cyril, tous les bagages étaient préparés. Clac, on a mis ça dans une voiture. On est passé à l'hôtel de M. Lévitan et de Jacques Godet pour lui dire que j'arrêtais. Et là, ça a été waouh de tous les côtés. Les journalistes sont là quand ça marche bien, mais lorsque ça marche mal, c'est peut-être la première fois que Bernard fuit ses responsabilités de champion. Non, absolument pas. Je dirais au contraire. Bernard n'a pas voulu absolument subir ce que j'appellerais la curée, entre guillemets. C'est-à-dire du coureur qui abandonne, où tout le monde se jette dessus pour avoir la première larme, pour avoir la première déclaration. Et Bernard n'a pas voulu supporter ça. Moi, je l'ai pris, je pense, très tard la nuit. Ils sont venus me dire, Bernard, il ne prend pas de départ demain. Je dis, c'est pas possible, il a le meilleur jaune, pourquoi il ne prend pas de départ? Il est toujours premier au classement. Non, il ne prend pas de départ. Bon, je vais voir le même matin qu'il vient aux signatures ou pas. Bon, le lendemain, il n'est pas venu aux signatures et il n'a pas pris de départ. Et là, Vuitton est venu vers moi, il dit, tu veux porter le meilleur jaune? Je dis non, je dis, regarde le classement, il est là.
C'est Bernard est en tête et moi je suis deuxième. Je dis, pour moi, il est toujours le leader. Pourquoi aujourd'hui refusez-vous de partir avec le maillot jaune? Parce que c'était Bernard qui l'avait hier soir. Bon, pour moi, il est toujours en course. Et vous entendez le gagner, ce maillot jaune? On va essayer, ouais. Tu passes le Champs-Élysées avec un maillot jaune, c'est pas pareil. Là, on voit des différences entre un vainqueur de Tour et une deuxième place. Ça n'a rien à voir quand tu vois tous les supporters qui sont venus aux Champs-Élysées, français ou hollandais ou n'importe quel pays, ils sont tous là pour voir le maillot jaune. Et sur le podium, quand Chirac y met le maillot, et avec le Premier ministre hollandais, ministre Van Aert, c'est exceptionnel quand tu vois ça. En 81, donc départ à Nice, je gagne le prologue. Bien, c'est un aller-retour sur la promenade des Anglais. Déjà à l'époque, j'avais fait plus de 51 km/h. Les gars aussi étaient motivés. Après, certains ont fait un choix de dire il vaut mieux être avec le champion, parce que je suis sûr de gagner des choses, que d'être en face de lui, parce que là, je vais ramasser un maximum, quoi. Donc ça a été un peu le cas de Jean-René, qu'on lui a fait peut-être un pont d'or dans une autre équipe, il est parti ailleurs, et là, il n'a pas eu cette chance de pouvoir aller chercher une victoire dans le Tour de France. Hein. Je ne lui ai pas fait de cadeau. Moi, je quitte le Blaireau en 80, donc je me retrouve leader chez Peugeot en 81. J'étais le traître qui avait quitté. Il me l'a fait payer. Il me l'a fait payer parce que je me retrouve échappé au Plémé-les-Sept-Lots. Je fais une grande journée devant et Fonce de Wolf accompagne Hinault qui veut faire payer à son équipier qui l'a quitté ce départ. Et il ouvre les hostilités de loin et il vient me chercher dans le final et voilà. Je vais déclencher mon chronomètre au passage. On ne pourra plus dire que ce sera à l'économie. Stop pour Bernard Hinault, Bernaudot, qui a sauvé les meubles, comme l'on dit, qui a été l'un des héros lui aussi de cette journée. Partant tout d'abord en éclaireur avec Fernandez, rejoint par Bernard Hinault et De Wolf à 20 km de l'arrivée, accompagnant Bernard Hinault pendant les 10 premiers kilomètres d'ascension et trouvant résister à l'accélération du Breton lorsqu'elle se produisait à 5 km du sommet. Voilà pour Bernaudot qui a encore perdu un peu de temps. Stop pour Bernaudot, 32 secondes. Mais l'anecdote, elle n'est pas là, l'anecdote de cette étape que j'aurais dû gagner à Plénay-les-Sept-Lots, c'est que ma fierté voulait que je finisse avec lui. Et je pouvais finir avec lui. Et quand il m'a attaqué, je savais que j'avais peu de temps pour aller le chercher. J'ai été le chercher et quand il s'est retourné, je lui ai fait un sourire pour le déstabiliser. Et Guimard a brûlé le drapeau du commissaire pour lui dire tout de suite, avant que je récupère. Parce que s'il me laisse 100 mètres, je récupère et je supporte la deuxième attaque de Hinault. Et on finit ensemble, il m'aurait battu. Mais j'ai arrêté sur la photo. Et Guimard voulait pas que je fasse sur la photo. Parce que j'avais quitté Hinault, j'avais quitté son groupe. En 81, Bernard Hinault est plus que jamais le maître. 5 étapes en poche, 20 jours en jaune. Ce mois de juillet répond comme un écho à d'autres exploits. Liège, Bastogne-Liège sous la neige, le Tour d'Italie, le championnat du monde à Sallanches, Paris-Roubaix. Dans la légende du Tour, il rejoint un autre breton, Louison Bobet. Il a désormais Anquetil et Merckx dans son viseur. Et c'est la Marseillaise qui accueille sa 3e victoire dans le Tour de France, rejoignant ainsi sur le palmarès français Louison Bobet. La victoire aux Champs-Élysées quand il gagne au sprint, alors que c'est pas un sprinter, ou alors il n'est pas catalogué dans les sprinters. En tout cas, il a la rage assez forte, comme quoi des fois c'est là-dedans que ça se passe, quoi. C'est que lui, il va battre tout le monde au sprint et juste comme ça, parce que c'est pas possible autrement pour lui, en fait. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai. Hein. C'est-à-dire que ça doit être comme ça, ça doit bouillonner à l'intérieur, quoi, à l'intérieur de sa tête. Et du coup, ça, tu vois, le bouillon, il va jusqu'aux muscles, en fait. Et là, il gagne par la rage, quoi. Normalement, il ne doit pas gagner ce jour-là. Il y a plein d'autres mecs qui sont plus vite que lui. Et il gagne quand même aux Champs-Élysées. Et en plus, ça, c'est l'étape où il faut gagner, en fait, quoi. J'ai Charlie Bérard qui vient à côté de moi, il me dit « mets-toi dans la roue ». Et à partir du moment où il me dit « mets-toi dans la roue », je le suis. Et il m'emmène, il me remonte et il me lâche aux 400 mètres. Et aux 400 mètres, je dis « allez, on y va ». Et maintenant, attention, place au maillot vert, maillot jaune, Kelly, Hinault, Kelly, Versure, va-t-il être débordé? C'est Hinault qui va l'emporter, attention, oui, premier Hinault, deuxième Martin, troisième Van der Poel, quatrième De Wolf. La façon dont Hinault remporte cette étape au sprint, au nez à la barre des grands sprinteurs. Et puis il n'y a surtout pas beaucoup de coureurs qui ont cette chance de pouvoir gagner sur les Champs-Élysées. Il n'y en a qu'un par an et avec un maillot jaune sur le dos, il n'y en a pas eu d'autres depuis et je ne pense pas qu'il y en aura d'autres. Pas maintenant, toujours.
À 28 ans, le Breton a déjà tout gagné. Mais loin d'être rassasié, il guette de nouveaux défis. Le destin s'en mêle en 1983. Blessé au genou, il doit renoncer au Tour de France. Dès lors, une question est posée. Le reverra-t-on jamais sur un vélo? Entre Salamanque et Avila, ma selle a été trafiquée, accuse Bernard Hinault, qui concède également à l'arrivée à Madrid que sa seconde victoire dans le Tour d'Espagne au mois de mai a été la plus difficile de sa carrière. Hinault, l'orgueilleux, s'est sorti les tripes pour écraser l'opposition ibérique, mais les grands braquets, eux, ont eu raison de son genou droit. À l'arrivée du Tour de France qu'il n'avait pas couru, pour des raisons de douleur au genou. Et il était invité au pub Renault sur les Champs-Élysées. À l'arrivée, j'étais allé l'interviewer là. Eh bien, cette interview, je m'en souviendrai toute ma vie. Bernard était blessé physiquement, blessé moralement, mortifié, en rage, dans une rage de ne pas pouvoir guérir, de ne pas pouvoir courir. Et je me souviens qu'il a dit, si ça continue, je vais casser une bouteille, je vais prendre le tesson et je vais m'opérer moi-même. Oui, c'est l'outrance, bien sûr. Mais et il avait les larmes aux yeux, de désespoir, de rage. Je me suis dit, mais ce mec, c'est incroyable. C'est plus que du caractère, c'est... Ah, je veux dire, c'était pas tendre. Il n'était pas tendre avec lui non plus. Hein. Bon, je ne pense pas qu'il serait au bout de son idée, mais ça indique bien son état d'esprit. En 83, la blessure, elle vient de la hauteur de selle qui est pas la bonne hauteur. Au Tour d'Espagne, donc je prends mon vélo et quand je monte sur mon vélo, je dis il n'est pas là, il n'est pas réglé. Quelqu'un y a touché. Et non, j'ai dit quelqu'un m'a touché mon vélo. Donc on me redonne le vélo de rechange. Et là, il était à la bonne hauteur, mais par habitude, on reprend toujours son vélo. Et j'ai dit, tu me le règles. Et quand je le reprends, je dis non, il n'est pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas là, il n'est pas à la bonne hauteur. Il n'est pas à 732,4. Il me dit si. Puis en même temps, je dis, allez, va te faire foutre, quoi. Mais sauf que la limite, il ne faut pas la dépasser. En dessous, il n'y aura jamais de problème. Mais le dessus, j'étais vraiment au maximum, justement, par rapport à ce qu'on avait fait avec la Régie Renault. J'aurais dû m'arrêter tout de suite, et peut-être que j'aurais pu aller au Tour de France. Et le résultat, j'ai pris 7 mois de vacances, quoi. Une tendinite qui a donc contraint Bernard Hinault au forfait pour la Grande Boucle 83 et à un étrange mutisme dans sa retraite bretonne du Quessois. Une situation qui contraste avec la glorieuse épopée 82 où Bernard Hinault remporta son 4e Tour de France, y compris l'étape sur les Champs-Élysées. Et dès le premier critérium que j'ai fait, c'était à Calac, l'inflammation elle est revenue. Parce que c'est à chaque fois qu'on relance dans les sorties de virage, qu'on sollicite le tendon, et comme la gaine elle était en 3 morceaux, ça ne passait pas, quoi. Quand j'ai abandonné le critérium, parce que je suis obligé d'abandonner le critérium, j'ai appelé tout de suite Armand Maigret, j'ai dit où tu vas ouvrir, on va ouvrir, mais on va savoir ce qu'il y a en dessous. Pourquoi on l'a opéré? Parce que d'abord, ça résistait au traitement médical, mais sauf parce qu'il l'a réclamé. Et à Calac, lors du critérium de Calac, il me dit si tu ne m'opères pas, ou je prends un couteau, j'ouvre mon genou. Bon, sa colère. Là, il fallait aller au bout des choses, sans se poser de questions. Et ce qui est vrai, donc du coup, il a été opéré, et il avait raison, parce que ça a bien marché. Et 8 jours après, j'étais opéré par le docteur Le Foll. Il dit, c'est pas grave, c'est pas grave. Et le soir même, quand j'étais quand même bien endormi, donc le soir, quand je reviens un peu avec ma tête, il me dit, bon, on n'a pas touché le tendon. On a enlevé la gaine, parce que c'était la gaine qui était sclérosée en plusieurs morceaux. Et à partir du moment où il m'a dit qu'il n'avait pas touché le tendon, pour moi, c'était reparti.